Bonsoir et bienvenue dans Afrique Investigation. Ce soir, nous allons nous rendre sur la plus grande île africaine, la 4e plus grande île au monde, Madagascar. Réserve mondiale de biodiversité, Madagascar est une île à la beauté exceptionnelle. Malheureusement, elle pourrait bientôt se transformer en splendeur pillée. Préservée depuis des millénaires, la grande île subit aujourd'hui pleinement les pressions de la mondialisation. Un phénomène de grande ampleur qui touche aussi l'ensemble du continent africain. Afin de comprendre comment fonctionne ce pillage et quelles en sont les conséquences sur la population et le développement du pays, notre reporter Régis Isheja est parti enquêter à travers la grande île. Voici son reportage. Madagascar est une réserve de biodiversité unique au monde. Forêt, littoral, sous-sol, les richesses de cette île sont immenses et malheureusement surexploitées, voire pire. Les experts environnementaux sont formels, Madagascar souffre d'une destruction à grande échelle de son patrimoine naturel. Comment cela est-il arrivé? Pourquoi ce scandale à grande échelle? Quels en sont les impacts sur le développement de la grande île et sur la population malgache? Nous irons à la rencontre des pêcheurs de l'océan Indien, dont les eaux sont pillées par des navires étrangers. Nous parcourrons les mangroves ravagées par la déforestation. Nous nous infiltrerons dans les coulisses de cette guerre ouverte pour les ressources naturelles qui touche l'ensemble du continent africain. À qui profitent toutes ces richesses? Pour répondre à nos questions, nous remonterons jusqu'au plus haut niveau de l'État. Aux quatre coins de l'île, nous verrons que les paysans spoliés de leurs terres s'engagent désormais dans la lutte et découvriront les initiatives de Malgaches engagés qui ont décidé de réagir afin de sauver leur île. Une enquête au long cours depuis les côtes paradisiaques du canal de Mozambique jusqu'aux hautes terres du centre de l'île, au cœur d'écosystèmes uniques, désormais parmi les plus menacés au monde. Mon nom est Régis Isheja, je suis journaliste et ensemble, nous allons tenter de comprendre pourquoi malgré toutes ces richesses, Madagascar reste l'un des pays les plus pauvres au monde. Je vous propose de me suivre ici, à Madagascar, sur un sujet qui concerne tout le continent africain. Mon enquête commence sur la côte est de Madagascar, dans la région de Murundave, une région bénie des dieux. Ici, des espèces marines, parmi les plus riches du continent, longent la 2e plus grande barrière de corail au monde. Des espèces forestières uniques comme le baobab font la réputation internationale du pays et se développent depuis des siècles l'un des écosystèmes les plus indispensables à l'équilibre de la planète, la mangrove. Mais depuis un demi-siècle, toutes ces richesses sont menacées. Changement climatique, déforestation, partout se ressentent les pressions de l'homme jusqu'à entraîner de véritables drames écologiques et mettre en danger la subsistance des populations qui vivent de ces ressources. Je m'enfonce au cœur de la forêt, à une dizaine de kilomètres de Murundave. Ici, entre océan et rivière, la mangrove est touchée de manière spectaculaire. Auparavant, ici est couvert de mangroves et les hommes auparavant ont détruit tout. Déjà en réduction à cause de l'érosion littorale, la mangrove est aujourd'hui de plus en plus convoitée par l'homme. Pour le charbon ou la construction, le besoin en bois près des grandes villes explose. Et puisque les forêts sont déjà largement coupées, la population se tourne vers le bois de mangrove. C'est un bois de proximité et qui ne coûte pas cher. Selon les scientifiques, en 40 ans, la mangrove malgache aurait déjà perdu 10% de sa superficie. Pourtant, les mangroves assurent un rôle majeur pour l'homme et la planète. Elles luttent contre le réchauffement climatique, accueillent dans leurs racines et chasses des nurseries pour les poissons et les crustacés et constituent une ressource vitale pour des milliers d'Africains. Face à l'ampleur du désastre, l'État malgache a réagi il y a 3 ans en interdisant toute exploitation du bois de mangrove. Une disposition visiblement non respectée. Alors, les jeunes de la région ont décidé de prendre des choses en main.
Nous avons constaté que les populations locales coupaient illégalement les mangroves et que cela avait un impact sur tout l'écosystème. Nous, les jeunes de Morondava, on a pris conscience qu'à ce rythme, nos mangroves allaient bientôt disparaître. C'est pour cela que nous avons décidé de prendre notre temps pour venir sensibiliser les populations et venir replanter des mangroves ici. Les mangroves sont très importantes dans la vie quotidienne des gens de la côte. C'est dans les mangroves que l'on va chercher les crabes et les crevettes. Même pour les poissons, c'est grâce aux mangroves, dans les racines des palétuviers, qu'ils peuvent se reproduire. Donc s'il n'y a plus de mangroves, on ne trouve plus ni crabes, ni crevettes, et il y a moins de poissons. Cela pose un gros problème au niveau des revenus de la population, car il s'agit de nos principales ressources. Dans le village d'Ambat-sur-Mer, la population assure depuis des générations sa subsistance grâce à une activité traditionnelle, la pêche au crabe. Mais là aussi, depuis quelques années, la donne a changé. Moi, ça fait 8 ans que je pêche les crustacés. Avant, il y avait beaucoup de crabes. Et maintenant, il y a beaucoup de pêcheurs, beaucoup de concurrence et moins de crabes. Ça devient vraiment difficile. Depuis l'ouverture d'un marché vers la Chine en 2014, la filière crabe est en plein boom. L'exportation des crabes de mangrove a explosé. Elle est passée de 2 tonnes en 2009 à plus de 4000 tonnes aujourd'hui. Une demande beaucoup trop forte. Je me rends à Copefrito, compagnie de pêche qui collecte les crabes à Morondava et les envoie à l'export. Le responsable m'ouvre les portes. C'est ici le débarquement de crabes. Les pêcheurs collectent les crabes tous les jours. À Morondava, c'est 3-4 tonnes par semaine à peu près. Et après, c'est emmené jusqu'en Chine, en Shanghai ou en Guangzhou. Ici, les crabes sont achetés aux petits pêcheurs, sélectionnés et directement mis dans un avion, direction la Chine. Une véritable course contre la montre, car les crustacés sont attendus vivants sur le continent asiatique. Très prisé pour sa chair, le crabe malgache fit fureur dans les assiettes chinoises, à tel point que son prix d'achat est aujourd'hui totalement dépendant du marché asiatique. On a des employés qui suivent le marché là-bas en Chine. Donc c'est lui qui nous dit que ça baisse, ça monte, et c'est par rapport à ça qu'on achète. Et des fois même, il y a une augmentation de prix de 2 fois plus. Quand c'est la bonne année chinoise, tout le monde achète les crabes. Et c'est normal que les prix vont exploser aussi en hausse. Pour s'adonner à ces petits plaisirs gustatifs, les Chinois sont prêts à payer le prix fort. En saison, le prix de collecte à Morondava peut monter jusqu'à 25 000 ariars, soit près de 5 000 francs CFA le kilo. Une aubaine pour les habitants de la côte. Je me suis lancée dans la collecte de crabes, ça fait plus de 5 ans maintenant. J'avais entendu qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent avec cette activité, alors c'est pour ça que j'ai commencé. Chaque semaine, je fais plus de 100 km pour aller collecter des crabes auprès des pêcheurs dans les mangroves aux alentours. Et une journée, je peux parfois ramener jusqu'à 300-400 kilos. Avec ces quantités, je peux faire jusqu'à 1 million, 1,5 million de bénéfices. Ça me permet d'économiser car quand la période du crabe se termine, je retourne vendre du poisson et là, je gagne beaucoup moins. Victime de son succès, le crabe a provoqué une ruée dans les mangroves et fait face aujourd'hui à une surexploitation qui menace l'espèce. En 2014, le gouvernement malgache a instauré des périodes de fermeture de pêche ainsi qu'une taille minimale à la capture. Seuls les calibres de plus de 11 cm sont aujourd'hui autorisés à la pêche. Mais puisque les gros crabes partent tous à l'exportation, les Malgaches continuent de consommer les plus petits. Regardez ce tableau. Il est écrit qu'il est interdit de pêcher, de transporter
de vendre ou même d'acheter les petits crabes, ceux de moins de 11 cm. Ceux-ci font 8 cm, mais nous n'avons que ça. Alors, on continue à les vendre. Un commerce interdit, mais qui assure la survie d'une population dont 93% vit avec moins de 2 $ par jour. À travers toute l'île, de véritables ruées vers le Far West voient le jour au gré des intérêts du marché mondial. Bois de rose, vanille, pierres précieuses, partout se précipitent petits exploitants, industriels mais aussi spéculateurs et trafiquants. Réputée pour ses ressources marines parmi les plus riches du continent, la région de Morondave est ainsi devenue le centre de tous les intérêts. Grandes entreprises, bateaux pirates, mais aussi chômeurs de tout Madagascar affluent ici pour pêcher et vendre au plus offrant, concurrençant directement les petits pêcheurs traditionnels. Une véritable bataille de territoire qui a pour enjeu le thon, les crevettes ou encore des espèces menacées comme les requins. Afin de comprendre comment les Malgaches vivent cette pression sur leurs ressources, j'embarque sur une pirogue, direction la zone de pêche réservée aux locaux. J'ai rendez-vous avec Nicolas, le représentant des pêcheurs traditionnels. Bonjour, ça va bien la pêche ici? Oh, ça commence juste un peu à prendre. C'est comme ci, comme ça. Nicolas, comment ça se passe aujourd'hui la pêche pour les petits pêcheurs de Morondave? Depuis l'époque où j'ai commencé la pêche en 1986, ça a beaucoup changé. Les produits de la mer sont moins nombreux car il y a beaucoup d'acteurs maintenant qui travaillent en mer. Ça provoque une forte pression qui se rajoute au problème de changement climatique. Il y a des gros bateaux qui viennent pêcher ici aujourd'hui. Et aussi tous ceux qui ont perdu leur travail, les chômeurs. Ce ne sont pas de vrais pêcheurs, mais puisqu'ils ont perdu leur travail, eh bien, aujourd'hui, ils font aussi la pêche. Il y a des conflits entre nous tous parce que la mer est vaste, c'est vrai, mais la zone de pêche est petite et on est trop nombreux maintenant. Donc désormais, il y en a qui volent le poisson. Il y a aussi des filets qui entrent en collision. Parmi les ressources les plus convoitées de l'océan Indien, l'or rose de Madagascar, une crevette rare et de grande qualité. Une ressource qui alimente un conflit de longue date entre pêcheurs traditionnels et industriels. Nous, ce que l'on demande premièrement, c'est qu'il y ait un partage légal des zones de pêche entre les pêcheurs traditionnels et les pêcheurs industriels. Il faut que cela soit respecté. Parce que nous n'avons pas de moteur. Eux, ils ont des moteurs, ils peuvent aller loin. Ce que l'on réclame aussi, c'est qu'il y ait une entraide entre ces gros bateaux et nous. Car je peux vous dire que tout le monde vient pêcher ici. Tout le monde exploite nos ressources. Les bateaux arrivent ici de toutes les côtes malgaches, mais il n'y a aucune retombée pour les petits pêcheurs. Personne d'ici ne travaille avec eux, par exemple. Donc, on voudrait qu'il y ait au moins une collaboration. Trop de monde autour de ressources qu'on découvre épuisables. À travers le continent, la pêche industrielle est de plus en plus critiquée, accusée de capturer des quantités telles que les espèces ne peuvent plus se régénérer. À Madagascar, l'or rose est en crise. Depuis 2005, la quantité de crevettes capturées a brutalement chuté. Qu'en pensent les industries qui exploitent cette ressource? Je décide de donner la parole à leurs représentants. Monsieur, un plaisir, merci de nous recevoir. Notre but n'est pas de piller la ressource, et au contraire, nous n'allons pas scier les pieds de la chaise qui nous soutient. Il faut être conscient de pratiquer une gestion à long terme d'une ressource qui est périssable. Diriez-vous qu'on a été en surpêche à un moment donné ou qu'on l'est toujours aujourd'hui? Être en surpêche, peut-être pas. Nous sommes arrivés à la limite de la ressource. Et effectivement, il y a moins de ressources, ça excite plus d'intérêt. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu une demande croissante
sur la crevette, la ressource crevettière, qui a vu l'apparition d'autres intervenants et qui ont aggravé un petit peu la pérennité de la ressource. Et c'est très difficile à contrôler. Madagascar est un grand pays, les côtes sont très étendues. C'est excessivement difficile à contrôler pour l'administration. C'est ce qui amène à une exploitation un peu anarchique. Et aujourd'hui, on supporte un peu les conséquences de cette pêche qui est relativement désorganisée. Au premier rang de ces nouveaux acteurs de la pêche, dont on ne dit pas le nom, les bateaux pirates étrangers. D'immenses chalutiers dont on raconte qu'ils peuvent pêcher autant de poissons en une seule journée que 50 petits bateaux de pêche artisanale en un an. Et tout cela dans l'illégalité la plus totale. Des navires qui opèrent en toute discrétion, mais que les pêcheurs du coin connaissent bien. Ces gros bateaux nous dérangent beaucoup. Ils ramassent tout sur leur passage. Les autorités locales sont déjà au courant de la situation, mais ils s'en foutent. Personne ne les chasse d'ici. On n'ose pas car il y a des étrangers à bord. Les petits pêcheurs traditionnels se fâchent souvent, mais que voulez-vous? Nous n'avons pas le pouvoir de chasser ces gros bateaux. Ce sont les gens haut placés qui devraient leur parler. Les bateaux appartiennent à des Chinois, mais il y a des Malgaches avec eux. Beaucoup de gens s'appauvrissent depuis que ces gros bateaux sont là. La pêche des régions de Minabé est en crise. On n'ose pas les chasser parce que ce sont de gros navires, donc comment peut-on leur parler? Et si l'on se plaint au chef de quartier, eh bien il est corrompu, donc lui non plus ne peut rien dire parce qu'il y a de l'argent en jeu. Et de l'argent en jeu, il y en a beaucoup. Selon l'État malgache, le pillage des ressources marines de l'île représenterait plus de 500 millions de dollars de pertes chaque année. Un préjudice immense pour Madagascar, qui malgré toutes ses richesses, reste le 5e pays le plus pauvre au monde. Alors, quand les Chinois sont prêts à payer le prix fort pour des espèces menacées, certains malgaches n'hésitent pas à leur prêter main forte. C'est moi qui les ai pêchés avec mes filets. Ce sont des poissons de la même famille que les requins. J'arrive à en capturer assez souvent. Ceux-ci, je devrais les vendre 500 000 francs le kilo. Mais parfois, quand les ailerons sont plus grands, ça peut monter à 1 million. Mais non, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas grave, ça sert juste d'habitat pour les poissons. Il y en a plein comme ça dans la mer, ça ne va pas disparaître. On les appelle ici les migrants. Installés dans des braquements précaires, ils viennent d'autres régions de Madagascar et, pour répondre à la demande extérieure, sont prêts à s'adonner à toutes sortes de pratiques. Pêche des espèces en reproduction dans les embouchures, filets faits de moustiquaires qui ravagent les fonds et capture d'espèces menacées. Pour ces nouveaux venus sur les plages de Morondave, une seule devise, trouver de quoi survivre à tout prix. À quelques mètres de là, je retrouve Nicolas, le représentant des pêcheurs, qui rentre de sa matinée en mer. Ces nouveaux concurrents prêts à tout, il les côtoie au quotidien et ne les voit pas d'un bon œil. Ce sont des pêcheurs, mais ils ne viennent pas d'ici. Ils ont migré depuis d'autres localités de Madagascar. Ils se déplacent et vont là où ils peuvent gagner de l'argent. Ce sont des nomades en fait. On a des problèmes avec eux. Par exemple, ces gens-là, là-bas, ils ont enfreint le règlement. Ils ont pêché du corail, des requins. Ce sont des espèces protégées, donc ça ne devrait pas être pêché. C'est un gâchis. Ça me fait de la peine. Il faudrait travailler avec les migrants pour qu'ils aient de meilleures pratiques. C'est vrai que Madagascar, c'est pour tout le monde, et la mer aussi. Mais il faut vraiment que ces gens-là respectent les règles aussi. Faire respecter les règles, une requête qui ressemble réclamée par tous.
Avec ses 5000 km de côtes convoitées de toutes parts, comment l'État malgache gère-t-il la protection de ses ressources? J'apprends par Nicolas qu'une opération de régularisation des petits pêcheurs est en cours dans le village voisin de Betania et que le représentant du ministère de la Pêche se trouve sur place. Je décide d'aller lui poser directement la question. On a vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs en présence dans tout ce qui concerne la pêche. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez tous les moyens de les contrôler? Dire qu'on a tous les moyens, c'est qu'on n'a pas tous les moyens. Mais on essaie de l'avoir. Ce que nous avons fait, par exemple, dans notre direction, c'est que nous avons mis en place un service spécial pour tout ce qui est suivi et contrôle des acteurs. Donc, on a mis en place cette structure avec 4 personnes affectées là-dessus. Et 4 personnes, ça suffit pour aller sur chaque plage, vérifier sur chaque pirogue? 4 personnes ne suffit pas, ça c'est vrai. Il y a toujours des gens qui font des pêches illicites. Mais s'ils font ça, c'est très loin de la côte de Mourna. Nous avons vu des gens pêcher des coraux, nous avons vu des gens pêcher des requins. On en a vu juste sur la plage tout à l'heure. Sur la plage de requins. Là, je ne sais pas. Hein. Je vous dis que c'est pas... C'est pas permis. C'est pas permis, c'est pas permis. Est-ce que vous n'avez pas l'impression ou la sensation d'être impuissant par rapport à ce qui est en train de se passer? Je ne vais pas dire, je vais dire non. Mais seulement, faute de moyens, qu'on ne peut pas arriver à stopper la pêche illicite. Ça demande beaucoup de moyens. Est-ce que vous considérez qu'il y a un pillage? C'est trop peut-être de dire que c'est un pillage. Mais seulement, il y a beaucoup de produits qui sortent non réglementés. Selon les experts, ce sont jusqu'à 45 millions de tonnes de poissons chaque année qui pourraient être pêchés illégalement dans les eaux continentales, soit la moitié des quantités déclarées. Un vol des ressources à grande échelle que l'on retrouve d'une manière quasiment identique dans le centre de l'île. C'est au plus haut niveau de l'État que je vais chercher les réponses, auprès de l'initiateur du programme des EDIA, le ministre de l'Agriculture. Il faut savoir que la moyenne des producteurs à Madagascar, en termes de riz, c'est aux 2-3 mois qu'ils sont autosuffisants. Après, ils sont acheteurs sur le marché. Donc c'est là qui, dans notre démarche, c'est plutôt l'augmentation de la productivité. Tant qu'on est au-dessous de 4 tonnes, on se fera concurrencer toujours par ce qui est importé, cultivé quelque part en Pakistan, en Inde, en Vietnam. Donc c'est la politique. L'extension des périmètres, mais surtout donc l'intensification pour gagner en productivité. Parce que le marché est là, même le marché interne. En maïs, on a un déficit de presque 1 million par rapport à la demande interne. Hein. Je croule sur les dossiers de demande d'importation de maïs, mais ça me fait mal au cœur, avec tous les terrains qu'on a. Mais ça, on ne pourra pas le faire à chaque fois à la pêche. Il faut autre chose. Sur la question des expropriations, le ministre botte en touche. On est à Madagascar, il y a 30 millions de terrains à faire. Et pourquoi on se fixe, on se scotche sur cette démarche en disant, dès qu'on parle de grandes surfaces d'exploitation, il y aura spoliation, il y aura accaparement de terrain. Je ne pense pas que ça se pose. Il faut bien expliquer les choses aux paysans, donc, et leur faire vraiment toucher du doigt qu'on n'est pas là pour les spolier. Au contraire, l'État n'est pas là pour spolier les paysans. Il y a 13 millions, 15 millions de paysans. On va l'expulser où? Ils sont au Madagascar, ce sont des Malgaches. Non. Mais on doit leur expliquer aussi que s'il y a l'agriculture contractuelle, s'il y a des grandes exploitations qui vont se faire à Madagascar, c'est pour leur faire gagner plus. Bien sûr, il y a des maladresses, bien sûr, il y a des gens qui en profitent de ce flou qui encadre dans tout ce qui est foncier. Et l'État est en train d'avancer les réformes, donc qui ne se fera pas du jour au lendemain. Mais moi, je me dis qu'il faut commencer quelque part. Mais en tout cas, Madagascar a besoin de ces investissements parce que le déficit en termes d'investissement au milieu rural est tel qu'on ne pourra pas s'en sortir comme ça. Selon la Banque mondiale, 60 millions d'hectares de terre en Afrique
presque l'équivalent du territoire malgache, ont déjà fait l'objet d'un deal avec des investisseurs étrangers. Auparavant surnommée l'île verte, Madagascar, au sol en latérite désormais mise à nu par la déforestation, est aujourd'hui l'île rouge. Mais certains craignent déjà que la grande île ne devienne l'île noire. Ayant évolué séparément du continent africain depuis 120 millions d'années, Madagascar détient pourtant une réserve de biodiversité unique au monde, avec des milliers d'espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Un sanctuaire naturel qui fait partie du quotidien des Malgaches depuis des millénaires, mais dont ils ont désormais conscience qu'il pourrait bientôt disparaître. Alors, aux quatre coins du pays, des initiatives voient le jour et des îlots préservés refont surface. C'est le cas de la forêt d'Anz, une réserve communautaire dans le centre-sud de l'île, créée par ses habitants eux-mêmes. J'ai la chance d'être guidé par Victor, l'un des fondateurs de la réserve. Doucement parce que là, il y a rien qui a... Ah d'accord. Manger là. Ok. Voilà. Tiens. Tiens là. Vous en avez combien comme ça? Ça, c'est une groupe. Hein. On Oui. se trouve à peu près 1 jusqu'à 20, jusqu'à 25. Mais en général, ici, à peu près 350. 350. Ouais, d'accord. ouais. Au départ, quand il y avait la déforestation, ils avaient fui la forêt. À cette époque, on avait estimé leur nombre à 85 individus. Mais depuis que notre association gère la forêt, ils reviennent petit à petit et leur nombre ne cesse pas d'augmenter. Ils sont très beaux. Ils sont Oui. très très beaux. Inscrits sur la liste rouge des espèces en voie d'extinction, les lémures kata, emblématiques de Madagascar, sont de retour dans la forêt d'Anz. Au début des années 90, la moitié des 13 hectares de leur habitat avaient pourtant été coupés par la population. Mais en 2009, une vingtaine de villageois pionniers entreprennent de changer leur habitude. Alertés par le tarissement de leurs sources d'eau, Victor et ses amis décident de réagir et ont cette idée folle. Au lieu de vivre de la forêt en la détruisant, pourquoi ne pas essayer d'en tirer des revenus en la protégeant et en la faisant découvrir aux touristes? Au départ, ça a été vraiment compliqué de convaincre les gens, parce que nous étions 20 face à 2000 personnes qui avaient l'habitude de tirer leurs sources de revenus de la forêt. Donc, nous avons cherché des moyens de les faire sortir de la forêt, en leur donnant par exemple des semences pour pouvoir cultiver en dehors de cet endroit. Mais surtout, on leur a dit, si on continue de détruire la forêt, que reste-t-il pour nous et nos générations futures? C'est là qu'on leur a fait comprendre notre idée. Peut-être qu'en préservant la forêt, on pourrait gagner de l'argent en faisant venir les touristes. Et l'intuition de ces pionniers de l'écotourisme à Madagascar fut la bonne. Aujourd'hui, la réserve d'Anz attire chaque année plus de 12 000 touristes. De quoi fournir de nouveaux métiers complémentaires à cette population de riziculteurs. Avant, qu'est-ce que tu faisais? Avant, je ne faisais que le riz. J'avais un petit revenu. J'arrivais tout juste à faire vivre ma famille. Maintenant, en tant que guide, je gagne plus. Je parviens à économiser pour améliorer mon niveau de vie. Regardez ce village. C'est grâce à l'argent du tourisme qu'on a pu l'améliorer. On essaie de restaurer les maisons et de remplacer les toits traditionnels par des toits modernes métalliques. Ce sont des preuves concrètes que la vie des gens peut s'améliorer grâce à l'argent du tourisme. À Anz, protéger la forêt améliore la vie de tous.
jusqu'à attirer l'attention de l'ONU. En 2011, la réserve s'est vue attribuer le prix Équateur, une récompense qui promeut les exemples d'économie verte à travers le monde. Le jury choisissait les projets qui font le plus profiter aux communautés. Il y avait beaucoup de concurrence. C'était un concours international et nous avons reçu le 3e prix. Les villageois sont fiers parce qu'il y a beaucoup d'endroits à Madagascar qui essaient de préserver les ressources naturelles. Et les gens viennent désormais s'inspirer ici. On devient des modèles. Est-ce que tous les villageois participent au fonctionnement de la réserve? Nous avons ici 6000 personnes qui sont ici directement impliquées dans la gestion du projet. On ne travaille pas tous en même temps. C'est à tour de rôle par groupe de 100 personnes. Certains s'occupent de la protection contre les feux, d'autres du nettoyage du lac, d'autres encore entretiennent les chemins de nos circuits. Aujourd'hui, les gens peuvent gagner plus en exerçant ces activités complémentaires. Tout ça, c'est grâce à la réserve. Alors, la redistribution financière, elle se fait comment? Est-ce que chaque villageois touche une part égale? Combien de villageois bénéficient de ce projet? Vous savez, ici, il y a 6 villages et 2000 habitants. Alors on essaie de faire en sorte que chacun puisse bénéficier des revenus de la réserve. Mais notre fonctionnement, ce n'est pas de distribuer de l'argent directement comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on construit des infrastructures. Par exemple, on a construit de nouvelles salles de classe pour les enfants. On améliore aussi les maisons. Et 15% des recettes sont également redistribuées sous forme de semences. Il y a aussi les dons. On distribue des couvertures pour l'hiver, ce genre de choses. Tout cela permet d'améliorer le niveau de vie de toute la communauté. Réconcilier croissance économique, préservation des ressources et inclusion sociale, un modèle de développement possible pour Madagascar, l'exemple d'Andes semble le prouver. Un peu plus au nord, dans la périphérie d'Antananarive, un homme d'affaires a fait de ce concept d'économie verte la clé de sa réussite. Il a fait fortune en exploitant une ressource naturelle dont la gestion durable participe à la préservation de la faune, à la sécurité alimentaire, mais aussi à la qualité des sous-sols. Cette ressource à laquelle personne n'avait encore pensé, c'est la fiente de chauve-souris. La fiente de chauve-souris, ce n'est pas une ressource naturelle dont on entend parler tous les jours. L'idée vous est venue comment? Alors, l'idée, c'est bon, à chaque fois que je plaisante, je dis toujours que ça vient du bon Dieu, parce qu'on est des chrétiens ici à Madagascar, on dit que c'est le bon Dieu, mais effectivement, les gens ne connaissent pas très bien le Bat-Coulomb. Mais quand on est arrivé visiter les premières grottes, les gens se nourrissaient des chauves-souris. Ils mettaient du feu à l'intérieur des grottes, alors toutes les chauves-souris sortaient, ils arrivaient avec des coups de bâton, et ils les frappaient toutes. Et on avait, en l'espace de 5 minutes, il y avait une cinquantaine de chauves-souris qui étaient tombées. Et nous, on disait, bon, écoutez, maintenant, vous arrêtez ça. Nous, on va vous nourrir d'une autre manière. On va prendre leur fiente à l'intérieur, on va vous créer de l'emploi, un revenu, et laisser ces espèces maintenant. Donc, on a commencé à vider. Et les chauves-souris reviennent automatiquement à l'intérieur pour se repeupler. Parce qu'elles avaient plus de surface habitable à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est bon pour tout le monde, pour la faune, pour la flore et pour les humains aujourd'hui, le produit guano. Un produit bénéfique à tous, mais aussi à l'économie malgache. L'engrais 100% bio made in Madagascar est devenu une référence en matière d'engrais biologiques à travers le monde et s'exporte chaque année par milliers de tonnes. De quoi valoir à Eric Radzonar le surnom bien mérité de Batman. Pour ce super-héros de l'entrepreneuriat innovant, l'avenir de Madagascar devra passer par un développement économique respectueux de la terre et de ses occupants. Moi, mon message il est simple. Aujourd'hui, on a toujours dit que Madagascar, c'est le grenier de l'océan Indien. Et si on veut effectivement que ce soit le grenier de l'océan Indien, il faut que nous, les Malgaches, nous respectons notre environnement. Et je crois qu'on doit avoir
une responsabilité citoyenne. On a une réserve naturelle, mais importante, incroyable ici à Madagascar. Mais il faut justement protéger ça, parce que l'avenir du pays, c'est ça aujourd'hui. Il ne nous reste plus que ça. En termes de production industrielle, on a très peu. Il nous reste cette réserve naturelle qu'il faut préserver. Mais aujourd'hui, il faut démarrer aujourd'hui. Et je crois que l'exemple de Guanomate, c'est un très très bon exemple, justement, pour dire, attention, si on veut arriver à l'ODD, c'est une entreprise comme ça aujourd'hui, où elle arrive à... Il y a une compatibilité entre la rentabilité économique, rentabilité sociale, un bon impact au niveau environnemental. Mettre en place une gestion durable des ressources naturelles à Madagascar, une urgence désormais pour éviter au pays un scénario catastrophe. C'est ce que nous allons voir de retour à quelques kilomètres de Murundave, dans la mythique allée des Baobabs, où je viens terminer mon enquête. Ici, des milliers de touristes viennent chaque année admirer l'arbre emblématique de l'île, le Baobab de Grand Didier. Pouvant atteindre 40 mètres de hauteur, ce géant du règne végétal est le plus grand des 6 espèces de baobab qui poussent à Madagascar. Mais selon les scientifiques, cette espèce gigantesque et millénaire qui fait la renommée de la grande île vit aujourd'hui ses dernières heures. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? En général, quand on parle de baobab, on parle de quelque chose d'intemporel, de quelque chose de presque immortel. Mais on sait aujourd'hui aussi qu'ils sont placés sur la liste rouge des espèces en voie de disparition. C'est dû à quoi? Alors, les baobabs, c'est vrai qu'en général, on a tendance à dire que les baobabs sont toujours là. Ils sont immuables à toutes sortes de déforestation. En fait, avant, il y avait beaucoup de baobabs ici, mais pas seulement les baobabs. Pas seulement les baobabs, parce qu'il y avait d'autres espèces, oui, d'autres espèces forestières. Alors, actuellement, il ne reste que les baobabs. Donc, il est éloigné de la forêt naturelle où il vit. En même temps, il est éloigné les uns par rapport aux autres. Parlez-nous de vos recherches. Sur quoi porte votre travail de terrain? Qu'est-ce que vous essayez de comprendre ici? On étudie les baobabs pour savoir l'état biologique des baobabs et également la reproduction de la plante. On a trouvé qu'il y a une interruption, c'est-à-dire il y a une relation entre la forêt et les baobabs entre eux-mêmes. Et dès qu'il y a une disparition de ces forêts, les baobabs n'arrivent plus à faire leur régénération. Il y a un problème dans leur reproduction. Donc en ce moment, sur ces lieux, on n'arrive plus à en trouver des baobabs, des petits baobabs. C'est vrai que ces bois qui sont en fleurs et tout ça, ils semblent être immuables. Alors que non, là, on n'a que des populations vieilles. Et une fois que les populations sont vieilles, là, c'est la disparition. Là, j'ai en train de regarder quel est l'impact de la déforestation et les changements climatiques sur la production des fleurs des baobabs. Parce que là, ils sont en train de fleurir. Cet arbre ne produit pas beaucoup de la fleur en ce moment, ni des fruits. Donc on peut dire qu'il est fragile là en ce moment. Ce pied de baobab là, il est en train de se pourrir petit à petit. C'est pas dans l'immédiat, mais il va disparaître. Déforestation, changement climatique, pillage, le cocktail explosif qui touche toutes les ressources de Madagascar voit aujourd'hui ses effets à retardement s'abattre sur l'emblème même de la grande île. Madagascar bientôt sans baobab, un scénario possible? Selon une étude du CIRAD sur l'espèce Andassonia suarensis, le manque de régénération des baobabs pourrait mener à leur disparition d'ici les 50 prochaines années. Déjà, les baobabs solitaires de la fameuse allée ne sont plus que les survivants de tout un écosystème qui a aujourd'hui disparu et sans lequel l'espèce est amenée à s'éteindre. Pour comprendre s'il est encore possible d'inverser la tendance, Onze m'emmène à quelques kilomètres de là, dans la réserve d'Andranomène, une forêt qui fait partie de sa zone de recherche. Donc là, on est dans la forêt des baobabs. Et c'est ça l'habitat naturel des baobabs. Il y a de la forêt, il y a tout l'écosystème qui entoure les baobabs.
L'allée des baobabs, là, on considère que c'était comme ça. Mais après l'arrivée des hommes, c'est là qu'ils commencent à défricher pour en avoir des champs pour faire leur culture. Depuis 8 ans, Oons étudie la capacité de reproduction des fruits de baobab et la qualité de leurs graines. Elle comptabilise le nombre de fruits produits et géolocalise les jeunes pousses. Ses premiers résultats prouvent que seul un environnement naturel préservé autour du baobab peut permettre la régénération de l'espèce. Car le baobab n'est pas un arbre comme les autres, son mode de reproduction est particulièrement capricieux. Les fruits de baobab, en fait, c'est une cabosse, en fait. C'est à l'intérieur de cabosse qu'on peut trouver les graines. Et ces graines-là n'arrivent pas à germer facilement comme ça. Les graines sont une espèce en dormance, donc c'est difficile à faire germer. Dans la nature, c'est les animaux qui mangent les graines, donc ils les digèrent. Et dans leur tube digestif, et ça enlève les pulpes et la dormance des graines. Mais si l'écosystème est fragilisé, il n'y a plus des animaux qui vont faire tous ces systèmes. Donc tout ça va être interrompu quand il n'y a plus de la forêt, quand il n'y a plus de la plante aux alentours. Les baobabs malgaches, contrairement à leurs homologues de la savane africaine, ne sont donc pas faits pour vivre seuls. Ils ont un besoin impérieux de la forêt et de ses animaux. Pour assurer leur survie, une solution, préserver l'écosystème naturel dans son ensemble. Combien de temps encore pourra-t-on admirer les majestueux baobabs de Madagascar? Jusque-là épargnés par l'homme, du fait de leur bois spongieux, inadaptés aux constructions ou au feu, les baobabs s'érigent désormais seuls au milieu des rizières, isolés et fragilisés. Et loin de prendre soin de ces survivants, les hommes ont au contraire trouvé le moyen d'exploiter encore davantage cette ressource. Oh là 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 là. C'est pas bien ça. Il y a 3 pieds de baobab que j'ai trouvé par terre. La population locale abatte le pied de baobab pour en avoir seulement les écorces, pour avoir des cordes ou des toitures pour leur maison. Les gens prennent l'intérieur du tronc, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ils enlèvent le noyau. Et ça coûte combien environ? Ça dépend du poids. Et où est-ce qu'ils les vendent après? Les gens du village n'achètent pas ça, mais ils les vendent près du croisement. Ah, au croisement? D'accord. Avant, c'était pas comme ça. Quand il prend les cordes, il suffit juste d'en avoir jusqu'ici. Mais là, comme la demande est accrue là, donc du coup, ils abattent totalement l'arbre. Et là, il y a 3 pieds sur un petit parcelle comme ça. Mais je ne sais pas si c'est encore une demande pour la population locale seule ou une demande pour les autres industrialisations, pour les industries. Le baobab est vraiment menacé par un pillage là. Ouais. L'avenir de la forêt sans le baobab, après il n'y a plus de forêt, hein, parce que le baobab, c'est un archive environnemental, là, même l'archive va être disparue. Donc du coup, je peux vous dire que là, Madagascar, je ne sais plus comment, du point de vue touristique ou du point de vue économique, là, d'ici peu, hein, il n'y a plus rien, quoi. C'est un grand désastre. Donc là, il faut alerter tout le monde, quoi. Je ne sais pas à quel niveau, mais je passe le message pour vous dire que voilà, il faut ressaisir. Telle une arche de Noé, Madagascar recèle d'un des plus grands capitaux de biodiversité de la planète. L'avenir de ces espèces d'une valeur inestimable pour l'Afrique et le monde est aujourd'hui entre les mains de l'homme. Pour parler de ce fléau qu'est le pillage des ressources naturelles, je reçois Julien Wagner, spécialiste de l'Afrique, journaliste à Jeune Afrique et auteur du livre Chine-Afrique, le grand pillage. Bonsoir Julien Wagner.
Bonsoir. Le titre de votre livre est assez explicite. Oui, malheureusement, il est assez explicite. Il reflète une part existante de la présence de la Chine en Afrique aujourd'hui. J'ai lu un jour un livre où on disait l'Afrique ne meurt pas, elle se suicide. Est-ce que c'est une vérité? C'est une vérité dans la mesure où un des problèmes principaux, c'est la gouvernance, et que ce problème de gouvernance, c'est le problème des pays africains eux-mêmes. Et il n'y a qu'eux qui peuvent le résoudre. Donc de ce point de vue, et on le voit bien aussi dans le reportage, c'est qu'il y a un problème d'efficacité administrative, d'efficacité de gouvernance en général, et de la police, par exemple, aussi, qui doivent contrôler, être les premiers pour contrer ces problèmes. Oui, parce qu'on a l'impression qu'en fait, l'exploitation des ressources naturelles se fait de façon totalement anarchique. Il y a très peu de contrôle. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Est-ce que c'est pas par là qu'on doit commencer? Oui, mais alors, si chacun fait ce qu'il veut, alors il y a l'anarchie, c'est-à-dire le manque de droits, en effet. Ça, c'est un problème. Alors, en manque de droits, c'est pas forcément un manque de droits. Parfois, c'est plutôt soit un manque de volonté politique d'appliquer le droit, soit un manque de moyens aussi. Alors, le manque de moyens, ça, c'est un aspect qu'on voit aussi dans le reportage et qui est très intéressant. On voit, par exemple, un représentant du ministère de la Pêche qui explique qu'il a 4 personnes pour contrôler 5000 km de côte. Bon. Impossible. C'est tout à fait impossible. Et c'est sans compter que même s'il avait plus de personnes, ça ne suffirait pas. Même avec 10 personnes, ça ne suffirait pas. Il y a aussi un problème de moyens technologiques et notamment logistiques. Le patrouilleur, par exemple, que l'Union européenne va offrir au Sénégal, il coûte à peu près 20 millions d'euros. Bon, 20 millions d'euros, c'est énorme pour des budgets comme les pays africains. Le Madagascar, par exemple, le budget de Madagascar, c'est 1 milliard, 1,3 milliard. 20 millions, ça fait beaucoup. Bah, c'est une ligne budgétaire énorme. Et si, en plus, empêcher ces ressources d'être pillées, notamment les ressources halieutiques, est-ce que ça rapporte de l'argent tout de suite? Non. Ça coûte de l'argent tout de suite. Et sur le long terme, ça rapportera de l'argent. Mais si vous mettez 20 millions d'euros dedans, vous n'allez pas récupérer l'argent tout de suite. Mais ça coûte quand même de l'argent. Moi, je me souviens qu'on avait fait ici un reportage sur justement la pêche illégale dans le golfe de Guinée. On voyait quand même des comportements de la Chine, encore une fois, totalement anarchiques, qui privaient les habitants de Guinée de nourriture. Parce qu'à un moment, ils pillaient tellement, ils prenaient tellement les poissons que les gens n'avaient plus à manger. Donc ça frappe l'économie locale. Ça frappe très fortement l'économie locale, mais c'est aussi, il y a un espèce de jeu un petit peu étrange, notamment avec la Chine, parce que c'est un partenaire tellement important pour les pays africains. Mais est-ce que important veut dire patron? On a l'impression que la Chine, elle est patronne partout en Afrique. Non. Je ne suis pas en train de faire de la politique anti-Chine, mais quand même. Je dirais pas patron, c'est que le rapport de force, il est complètement déséquilibré. La Chine a des moyens incommensurables. Et on voit bien aussi, encore une fois, si on s'arrête sur les ressources halieutiques et sur le pillage des ressources halieutiques en Afrique, ils ont des bateaux qui font 200 mètres de long, qui sont équipés d'autres bateaux qui vont chercher les poissons. Pardon, je vous ai coupé, pardon. Je suis très gênée par cette vision des choses parce que on a l'impression que le grand, qu'est la Chine, pleine d'argent, de l'argent qui déborde de partout, vient sur le continent africain et fait exactement ce qu'il veut, sans respect de rien du tout, alors qu'il y a quand même des règles qui sont mises en place au départ dans des négociations faites avec les États. Et on se rend compte que très rapidement, ils font ce qu'ils veulent, au détriment de tout, au détriment de ce qu'est la richesse aujourd'hui de l'Afrique. Et on a l'impression qu'on va laisser l'Afrique piller, pauvre, encore plus pauvre qu'elle ne l'est, et il n'y aura pas de responsable parce qu'on aura privilégié l'argent. Alors, oui, c'est une vision assez pessimiste, mais je la partage en partie. On peut toujours se faire respecter dans des négociations, même avec un partenaire qui est 1000 fois plus ou 1 million de fois plus puissant. Il faut déjà avoir des reins solides. Il faut aussi avoir des valeurs, forcément, et vouloir faire son travail de la bonne façon pour ne pas être sensible à la corruption, pour aussi être sensible à l'intérêt de son pays. Donc, je ne dis pas que les pays africains le sont moins que les autres. En tout cas, leur gouvernance est moins bonne qu'ailleurs. Elle est plus perméable face à des grandes entreprises d'État, par exemple chinoises, qui ont des moyens très importants et qui ont l'habitude de la corruption, clairement, puisque la corruption, elle est endémique en Chine elle-même. Donc, ce qu'ils pratiquent, ils le font aussi à l'étranger. Ils utilisent aussi leur pouvoir. Par exemple, on revient encore à l'exemple du Sénégal et des ressources halieutiques. La Chine
construit des usines de transformation sur les côtes sénégalaises. Bon, si le Sénégal, d'un seul coup, arrête un bateau chinois, bon, d'abord, il faut qu'il puisse le faire. Il faut qu'il trouve des bateaux qui aillent plus vite que lui, qu'il le rattrape, ensuite qu'il la raisonne, qu'il le ramène au port, ce qui n'est pas évident. Mais une fois qu'ils l'ont fait, il faut qu'il n'ait pas peur, effectivement, comme vous le dites, de se confronter à l'entreprise d'État qui est la Chine en vérité. Et elle peut très bien aussi avoir des mesures de rétorsion qui peuvent faire peur effectivement au gouvernement. Donc ça veut dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Parce qu'en fait, les mesures de rétorsion qu'elle a sont suffisamment importantes face à des pays qui n'ont pas les reins solides, comme vous venez de le dire. Donc à un moment, alors c'est pas toujours vrai. Elle fait ce qu'elle veut, la Chine. Regardez par exemple, au Niger, il y a quelques années, une entreprise pétrolière chinoise exploitait, je crois, à Agadem, un des puits pétroliers et avait un petit peu fait n'importe quoi. Et du pétrole, il y en avait un peu partout dans les sous-sols et avait considérablement souillé le pays. Le président Issoufou a pris acte et a retiré les permis à la compagnie pétrolière chinoise et ensuite a négocié pour qu'elle rembourse, ou en tout cas qu'il y ait une compensation, que le contrat soit renégocié pour que ce genre de choses n'arrive plus. Donc, si on peut avoir quand même les reins solides, mais il faut aussi d'abord il faut pouvoir contrôler son territoire. C'est vrai que par exemple, au Congo, typiquement, en RDC, où on sait que voilà, les ressources minières sont pillées, et pas seulement par la Chine, mais on parle par exemple d'un pays voisin qui participerait à l'extorsion et à l'exploitation de ressources du pays congolais qui lui échappent. Et pire encore, ces exploitations tombent dans les mains de gens qui vont acheter des armes avec et finalement pérenniser un État failli qui ne pourra pas contrôler son territoire et exploiter ses ressources. Donc, alors, ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, on entend et on comprend qu'il y a aussi des avantages positifs, donc des points positifs à l'arrivée de la Chine sur le continent africain parce qu'ils apportent des infrastructures, ils sont bons dans la téléphonie mobile, les biens de consommation, etc. À chaque fois, en face, il y a quand même des dégâts. Quand on parle des biens de consommation, c'est tous les artisans et les petits commerces locaux qui subissent directement la concurrence chinoise, qui, en plus de venir commercialiser sur le continent, ne consomment pas forcément sur le continent, gardent ses habitudes de vie, ne s'intègrent pas. D'accord ? On demande aux Africains partout dans le monde de s'intégrer. La Chine ne s'intègre pas vraiment quand elle arrive sur le continent africain. Donc, est-ce que les Européens l'ont fait ? Est-ce qu'ils sont intégrés ? Les Européens ne l'ont pas fait non plus. Là, moi, je parle particulièrement du pillage chinois. On sait qu'il y a eu d'autres pillages, ça, c'est assez évident. Mais OK, il y a des points positifs à l'arrivée de la Chine, mais est-ce que l'Afrique est aujourd'hui complètement dépendante de la Chine, Est-ce que l'Afrique peut faire sans la Chine ou pas ? Alors, elle peut faire sans, elle a fait sans avant. Mais pour avancer, pour suivre sa croissance. Il est clair qu'elle a besoin de la Chine pour son développement. Aujourd'hui, c'est évident. D'abord, c'est le premier partenaire commercial de l'Afrique en général. Et c'est celui qui investit, parmi ceux qui investit le plus. Et ce qui est à craindre pour l'Afrique aussi, parallèlement, d'ailleurs, à ces problèmes de pillage, c'est aussi, par exemple, un ralentissement chinois. On parle beaucoup de ça. Est-ce que si la Chine est passée de 9-10% de croissance aujourd'hui à 6-7, ça a un impact déjà sur les économies africaines. Oui, parce qu'à force de tout piller, à un moment, ils vont se retrouver à plus avoir grand-chose à prendre. Oui et non. En tout cas, oui, effectivement. En tout cas, disons que le renouvellement des ressources n'est pas leur problème. Le renouvellement de ressources, c'est les Africains qui doivent s'en occuper et qui doivent imposer. C'est-à-dire qu'ils ne parient pas sur une situation pérenne. Ils prennent ce qu'il y a à prendre à l'instant T, ils ne se soucient pas de ce que sera l'Afrique demain. En tout cas, ils ont montré qu'effectivement, ils ont mis beaucoup de temps à intégrer ce paramètre-là chez eux, puisqu'il y a des problèmes de pollution et d'environnement qui sont considérables en Chine. Considérables. Est-ce qu'on a envie qu'ils reproduisent la même chose en Afrique ? Non, pas du tout. Mais c'est possible, c'est possible. On voit déjà. Mais aussi, on a vu aussi dans le reportage. Je veux, bien sûr, on peut incriminer beaucoup la Chine et mon livre en est un exemple frappant, mais. Je veux revenir sur une partie du reportage où on voyait au tout début, on expliquait que la mangrove disparaissait parce que les Malgaches eux-mêmes
utilisait cette mangrove comme une ressource pour, je crois, pour se chauffer ou comme une ressource énergétique. Ça, c'est aussi une vérité. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la déforestation qui n'est pas seulement due à la carte monétaire d'entreprises étrangères qui détruisent tout pour prendre du bois de rose ou pour faire un champ d'huile de palme. Mais toute la nuance est là. C'est qu'on parle d'un côté de gens qui cherchent à se chauffer pour survivre Bien et sûr. que de l'autre côté, on parle de personnes qui sont là pour piller et s'enrichir. C'est quand même pas c'est pas la même ambition. C'est pas la même chose. Mais d'un point de vue général, c'est un problème de gouvernance tout de même. C'est-à-dire que c'est tout de même l'État qui a en charge la gestion des ressources naturelles. S'il a la capacité d'appliquer ses propres lois, il doit pouvoir se faire respecter. Et justement, la Chine apporte quelque chose, c'est que effectivement, elle est prédatrice. Très prédatrice pour le continent africain. Mais elle lui offre un pouvoir de négociation. Avant, l'Afrique était seule face aux Européens. Il y avait très peu de pouvoir de négociation. Finalement, qui est-ce qui allait leur acheter leurs ressources? Qui est-ce qui pouvait construire des routes, à part les Européens, les Américains? La Chine offre un concurrent qui leur permet de mieux négocier les contrats. J'ai l'impression que, effectivement, les Africains, parfois, ont été peut-être trop naïfs. C'est possible, avec les Chinois. Et qu'ils n'ont pas vu, qu'ils ont se dit, ah bah voilà un nouvel arrivant, ah bah heureusement on en avait un peu marre de ceux qu'on avait avant qui n'arrêtaient pas de nous exploiter, donc on va avoir mieux. Bon. Oui, mais j'ai l'impression quand même que l'Afrique est condamnée à être exploitée, parce que quand on compare la concurrence chinoise et la concurrence européenne, on sait que les Européens ont du mal à lutter face à la Chine. Oui. Le coût de la main-d'œuvre n'est pas la même de la Chine à l'Europe. La Chine arrive à être ultra concurrentielle, donc la seule option qui va se présenter pour l'Afrique, c'est quand même en partie la Chine. Donc on va être obligé de faire avec eux. Et on voit qu'on on se bat avec des armes qui ne sont pas égales. Parce que les pays africains, ils font quoi? Ils mettent des amendes. Des amendes qui sont totalement minimes face à la perte qui est réellement occasionnée. Donc ils n'arrivent pas vraiment à agir et on a l'impression que le géant est là, c'est le pot de fer contre le pot de terre et c'est pas possible. C'est vrai, je peux vous donner des cas aussi qui sont emblématiques de ça, notamment à Madagascar. Je me rappelle d'une entreprise pétrolière chinoise encore, je crois qu'elle s'appelait Yapec, qui fait du pétrole et qui a été soupçonnée par l'État malgache, mais qui n'a pas pu le prouver parce qu'il n'a pas pu arraisonner le bateau, d'avoir, pour ne pas revenir à vide en Chine, d'être reparti avec 50 conteneurs de bois de rose. Bon, c'est une entreprise qui fait du pétrole. Ça, c'est ce qu'on appelle... Enfin, c'est presque une entreprise criminelle, d'une certaine façon. Donc, là, c'est délictuel, oui. Tout à fait. Il y a ça. Après, je me rappelle d'un autre cas, toujours pour appuyer le point sur la Chine. C'est pas toujours... C'est souvent les entreprises d'État, mais parfois, c'est des réseaux qu'on pourrait penser mafieux. Je me rappelle qu'au Ghana, je crois que c'était en 2013 ou en 2014, l'État ghanéen a renvoyé 4000 orpailleurs chinois. Qui n'appartenaient pas à une entreprise en particulier. Qui étaient ces gens? Comment ils sont arrivés ici? Qui les logeait? Qui les nourrissait? Pour qui ils travaillaient? Bon, il y a toute la contrebande animale, les écailles de pangolin, les défenses des éléphants. Qui organise ce pillage-là? Ça, c'est souvent des réseaux mafieux. Et pour comprendre ce système particulier, là je ne parle pas des entreprises, ce système particulier mafieux, je conseille aux Africains de regarder un film et de lire un livre qui s'appelle Gomorrah. Parce que justement, il parlait de la mafia en Italie et de comment finalement des entreprises ou des réseaux mafieux exploitaient des ressources et pillaient des ressources, mais en plus souillaient l'environnement de façon éhontée. Mais de toute façon, à partir du moment où ce sont des entreprises qui pillent, elles se livrent à des actes illégaux, donc elles sont mafieuses. Ou proches de ces organisations. Oui, non, quand je dis vraiment mafieuses, illégales. c'est que je pense qu'il existe des réseaux, des triades chinoises en Afrique qui ont des intérêts, alors là, pour le coup, totalement malveillants. Mais on le sait, ça. Totalement malveillants. Tout le monde le sait, ça. Les entreprises d'État chinoises n'ont pas forcément, disons, des motivations malveillantes. C'est simplement c'est pas simplement, mais elles recherchent l'intérêt, elles recherchent le profit. D'accord, mais un point de malveillance, parce que rechercher l'intérêt au détriment de la population, au détriment des ressources naturelles qui font vivre un continent, c'est de la malveillance. Il y a le commerce qui est éthique et le commerce qui ne l'est pas.
Être prêt à faire du business à tout prix. Moi, c'est plus de l'égoïsme que de la malveillance. Mais je joue sur les mots, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, il y a une petite différence entre un criminel et disons, un délinquant, on va dire, pour moi. Vous voulez dire qu'il y a des actes un peu moins graves que d'autres? Moins grave. Ce que je veux dire, c'est que les entreprises chinoises ne se comportent pas dans tous les pays de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays où on les laisse faire plus qu'ailleurs. Ou qu'on n'a pas les moyens de les contrer. Donc elles seraient susceptibles de ne pas contrevenir à la loi si le cadre juridique et les moyens étaient... Mais attendez, il y a quand même des organisations au niveau international comme l'ONU et autres qui sont censées intervenir quand un pays est en faiblesse et subit une pression quelconque d'un pays plus puissant. À un moment, il y a ces organisations-là qui sont censées intervenir. Censées, mais... on ne peut pas se dire qu'on est dans un monde sans loi où on fait ce qu'on veut parce qu'on est le plus fort. Oui, bien sûr, mais on n'est pas dans un monde idéal non plus. Je discutais en juin avec le ministre de la Pêche sénégalais. Je lui demandais comment, avec les moyens qu'il avait, il pouvait lutter contre la pêche illégale. Il me disait qu'il y avait des accords avec la FAO, que tous les pays avaient signé dans des négociations consensuelles et qu'ils étaient arrivés à des accords qui leur interdisaient normalement de faire ces pratiques. Bon. Mais le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que la population, elle commence à mourir de faim dans certaines zones où elle n'a plus de poissons. Voilà. Le résultat, c'est pas... Si vous n'êtes pas capable de le faire appliquer, ça ne sert à rien, c'est du papier. Mais il faut pas considérer forcément la Chine comme un acteur délinquant, tout le temps. Alors on parle de la Chine, c'est pas le seul responsable. On voit quand même qu'il y a des hautes personnalités dans certains pays, voilà. Des gens qui seraient impliqués directement dans ce pillage de ressources naturelles et qui ne sont pas des Chinois, qui sont des locaux, voilà, ou des voisins. J'ai envie de vous poser une question aussi sur le fait qu'aujourd'hui, par exemple, dans le reportage, donc on parle de Madagascar qui reste aujourd'hui le 5e pays le plus pauvre au monde malgré toutes ces ressources naturelles qu'il a. D'un point de vue économique, les pays ont besoin d'investissements étrangers. Est-ce que c'est compatible avec des mesures de protectionnisme? Oui, c'est tout à fait compatible. C'est compatible? Oui, c'est compatible. Si vous avez un environnement juridique qui n'est pas stable, qui change, voire qui n'est pas respecté, votre pays ne va pas attirer beaucoup les investisseurs. Non, il va attirer les mauvais investisseurs. Oui. Un bon investisseur va être inquiet parce qu'il va vouloir une situation réglementaire stable et qui le protège. Où on ne va pas lui reprendre, où son contrat ne va pas être déchiré du jour au lendemain, où il va être sûr que dans 10 ans, il pourra encore investir, etc. Bon, l'Union européenne est l'espace le plus réglementé au monde. Il y a des règles pour tout, pour construire une table, pour fabriquer du fromage. C'est très compliqué de vendre. Ça n'empêche pas la Chine de vendre tout un tas de ressources aux Européens. Donc la réglementation, effectivement, elle peut freiner d'une certaine façon les investisseurs, mais elle freine plutôt les mauvais investisseurs. Parce que ceux qui sont des gens sérieux, qui ont de l'éthique, qui ont envie d'être assurés, à payer un peu plus cher pour avoir un cadre clair et pérenne. Donc c'est compatible. Donc c'est compatible. Après, le protectionnisme qui est sous la forme de taxes, etc., je sais, c'est différent. Quand on parle du classement, je sais que les pays africains regardent beaucoup le classement Doing Business, et c'est très bien, qu'ils essayent d'améliorer les conditions économiques qui permettent d'accueillir plus d'investissements de l'étranger. Et c'est très bien. Mais il ne faut pas qu'ils aient peur de mettre de la réglementation parce que... et de l'appliquer parce que c'est comme ça, au contraire, qu'on rassure les investisseurs. C'est un beau message. J'ai envie de vous poser une question pour me rassurer moi-même presque, mais rassurer aussi nos téléspectateurs. Est-ce que finalement, il y a un espoir que cette machine à piller s'arrête? Est-ce qu'il y a des exemples encourageants en Afrique où on se dit c'est possible, ils l'ont fait et on va pouvoir peut-être dupliquer le modèle ailleurs? Est-ce qu'il y a un message un peu positif? Parce que je vous avoue que j'ai quand même beaucoup de tristesse à voir notre continent se faire piller en permanence et d'avoir l'impression en plus qu'il n'y a pas de règles et que ça se fait sans foi ni loi et qu'on est condamné finalement à ça.
il y a toujours de l'espoir. Alors, il y a des pays, effectivement. Alors, je l'ai cité pour un mauvais exemple, maintenant je vais le citer pour un bon exemple, c'est le Rwanda. Et notamment, par exemple, dans la conservation des populations de gorilles, et qui ensuite l'exploitent. On a vu aussi dans le reportage à Madagascar que le tourisme pouvait être une des réponses au pillage des ressources et à l'arrêt d'une surexploitation. Donc, il y a des exemples. Il y en a même à Madagascar. Maintenant, on ne fera rien. Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais on ne fera rien sans une meilleure gouvernance. Ça, c'est certain. C'est le problème de base. Et d'ailleurs, c'est en ayant une meilleure gouvernance que aussi les pays qui peuvent aider, où la communauté internationale aidera plus facilement. Parce que si vous offrez une frégate pour contrôler vos eaux territoriales à un pays, si en fait cette frégate elle est utilisée à autre chose que ce pour quoi on vous l'a donnée par exemple, on ne vous la donnera plus. Donc c'est un peu à tout le monde de faire un effort pour faire en sorte qu'on arrive à... Et bien sûr, bien sûr, à pointer du doigt les actes malveillants, ça, c'est forcément, et de la part des pays africains et de la communauté internationale. Merci Julien Wagner d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est un sujet particulièrement préoccupant pour nous tous, pour notre belle Afrique. Merci. Merci. Je suis ravie d'avoir partagé avec vous ce moment et ce numéro et je vous retrouve le mois prochain. À très vite.